Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de Derrière le volant. Je suis en compagnie de Jacques Deshaies. Salut Jacques. Salut ma chère, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, beaucoup de matériel à l'émission aujourd'hui. Toyota Venza 2022, c'est notre essai de la semaine. On va aussi vous présenter Denis Duquet, un autre collaborateur à l'émission Derrière le volant. Et tout un personnage. Et tout un personnage, raconteur. Et on va parler du transport des chiens. D'ailleurs, on les entend déjà, ils ont hâte de faire de l'auto. Chaque semaine, on fait le tour de l'actualité du monde automobile pour vous. Cette semaine, Jacques, tu as retenu 3 nouvelles assez importantes. La première concerne Nissan. Là, il y a encore un véhicule qui est laissé de côté, le Nissan Rogue Sport, mais pas le Qashqai. Et ça, c'est le même véhicule. C'est toujours le même véhicule. C'est important de le mentionner parce que lorsque la nouvelle est sortie la semaine dernière, il y a des journalistes qui se sont empressés pour dire c'est terminé, le Qashqai s'en va du catalogue Nissan. C'est pas le cas. C'est vrai que c'est le même véhicule, mais il ne porte pas nécessairement le même nom parce que du côté américain, on a dit on va l'appeler le Rogue Sport et non pas le Qashqai. On voulait pas l'appeler comme ça. Difficulté de prononciation, peu importe. Ah ouais, hein? C'est ça la raison. C'est ça. Okay. Ouais, parce qu'ils décident, il y a des mentalités qui sont différentes. Alors, ils ont décidé de l'appeler le Rogue Sport. Alors, lui, du côté des Américains, on a décidé d'arrêter de l'importer. On va arrêter d'ailleurs de l'importer déjà fin décembre 2022. Alors, il n'y en aura pas de modèle 2023 là-bas. Mais le Qashqai, lui, demeure au catalogue chez nous et même pour 2023. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Allez chez votre concessionnaire. Si vous en avez un de commandé, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun problème. C'était une mauvaise nouvelle. Une mauvaise interprétation, en fait. Une mauvaise interprétation. Une nouvelle mal livrée. C'est ça, exactement. On parle beaucoup depuis la pandémie de crise économique. Il y a des constructeurs qui en arrachent, mais on dirait qu'on parle plus des constructeurs de voitures pour monsieur, madame, tout le monde. La preuve, c'est que Lamborghini a un carnet de commandes qui est rempli jusqu'en 2024, ce qui veut dire que les voitures de luxe ne payent pas le prix vraiment de la pandémie. Là. Non, ça les inquiète pas tellement. On fait de l'argent chez Lamborghini en plus de ça. La marge de profit d'une Lamborghini, là, pour votre information, c'est 32 %. C'est beaucoup. Et depuis le 1er janvier, en date du 1er août, le bénéfice d'opération chez Lamborghini, c'est 425 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Mais en même temps, il faut comprendre que Lamborghini se doit d'investir des montants faramineux pour électrifier sa gamme. Et ça, il faut qu'ils fassent ça rapidement. Est-ce qu'ils sont en retard sur les autres là-dessus? Ils sont un petit peu en retard, mais quand même, ils sont appuyés par la balance du groupe Volkswagen, dont Audi, entre autres. Alors, on est déjà quand même pas mal avancé là, mais ça va nécessiter quand même un investissement de 1,5 milliard d'euros pour justement faire traverser, si tu veux, toute la gamme Lamborghini vers l'électrification. C'est un mot qui est difficile à prononcer. mais Lamborghini fait beaucoup d'argent et il y a de plus en plus de clients en concession. On parle de 5096 unités vendues en 8 mois à peu près. Là. Ça fait quand même... Au monde, bien sûr. Mais c'est beaucoup quand même. Oh, c'est beaucoup quand même pour une voiture de ce prix-là. Oui. Et la dernière nouvelle va intéresser plusieurs personnes parce que ça touche notre portefeuille. Au printemps dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une taxe sur les voitures de luxe. Et pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que cette fameuse taxe-là, elle est en application depuis le 1er septembre. Ça vient de commencer, là. C'est ça, ça vient tout juste de commencer. C'est une taxe, une surtaxe sur les véhicules, les voitures qui coûtent plus de 100 000 $. Ça s'adresse aussi, si vous achetez un avion privé de plus de 100 000, mais ça, on s'entend que ça va dépasser les millions. Ah oui, mais c'est surtout les moyens de transport? Écoute, on parle de voitures, on parle d'avions privés, puis on parle de bateaux de plaisance au-dessus plutôt, des 250 000 $. OK, alors c'est une taxe qui s'applique aux gens qui ont les moyens de se payer. Oui, on s'entend. OK, bon. Alors, là, la problématique, c'est que, c'est assez particulier comme taxe parce que vous avez le choix entre deux niveaux, c'est-à-dire 10 % du montant total d'achat de votre véhicule ou 20 % sur le montant excédentaire dépassant les 100 000 $. Je te donne un exemple. Une Porsche 911 à 125 000 $ qui est le prix d'entrée, parce que le catalogue d'options chez Porsche, il est ça d'épais. 125 000 $, si tu payes la taxe de 10 %, ça représente 12 500 $. Okay? Sinon, 20 % de 25 000 $. Là, ça donne 5 000 $. Okay. Alors là, le client a l'option de choisir
le 20 ça va coûter pas mal moins cher. Mais là, si tu t'en vas dans des véhicules qui dépassent les 200 000 là, ça complique les choses. Et là, les gens vont s'en aller vers le 10 plutôt que le 20 parce que le montant excédentaire, supposons que c'est 150 000 bien là, ça va commencer à faire beaucoup de sous. Alors, tu sais, il faut se balancer là-dedans. Il faut faire le bon calcul, surtout. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on sait, ça semble une minorité de gens, mais est-ce qu'on sait ça touche combien de personnes ou combien de véhicules au pays, ça? Il se vend des voitures de grand luxe passées 100 000 au Canada, il s'en vend plus de 30 000. Quand même, alors, on est riche. Ben oui. Alors, le gouvernement canadien va empocher la première année 150 millions de dollars de plus de taxes. Hey Jacques, on s'en va à la pause. Au retour, je vais te parler du transport des animaux dans les véhicules. J'ai hâte de voir ça. J'en ai un chien, moi. On l'a démontré pendant la pandémie, on aime les chiens, on aime les chats, mais particulièrement les chiens. Evelyne, t'as un pitou? J'en ai un. T'en as un aussi? Hey, tout nouveau. Alors, on aime les chiens, mais il y a une façon de les transporter. On veut les traîner avec nous autres, hein? On veut les amener partout, mais on laisse pas le chien comme ça dans l'auto, puis il décide de prendre ta place, puis fais ce que tu veux. Et t'en vois autant que moi. Sur les routes, je vois des gens conduire avec un animal sur eux et je ne peux m'empêcher de me demander, premièrement, qu'est-ce que c'est ça? Mais surtout, est-ce que c'est légal de faire ça? Le sais-tu? Ben non, justement, je ne connais pas la loi de ce côté-là. Puis en plus de ça, moi, je vois souvent des gros chiens assis en arrière. Oui. Qui il y en a qui sont dans le le coffre, il y en a qui se promènent. On voit de tout. Hein? C'est ça. Ben, un chien moi de 100 livres, là, oui, ça commence à être gros. Ça peut être dangereux aussi, Ouais. autant pour l'animal que pour nous. Ouais. Alors, ben moi non plus, je ne savais pas s'il y avait des lois là-dessus. Alors, je suis allée rencontrer Isabelle Bormans, qui est une intervenante en comportement canin, et elle va tout nous expliquer ça. Tu sais, la première question que j'ai envie de te demander, là, c'est... Est-ce que c'est légal d'avoir un animal en liberté dans une voiture? Je comprends. Il y a un article de la Code de la sécurité routière, c'est l'article 442, qui dit très clairement qu'un chien ne peut pas obstruer la vue ou gêner la conduite de la personne qui conduit le véhicule. Ceci étant dit, quelqu'un qui conduit et qui a son chien sur ses genoux, bien, il enfreint cette loi-là. Donc, ce n'est pas permis de conduire un véhicule en ayant son chien sur soi. Donc, tu pourrais pas débattre le point que ça m'obstrue pas, il est tranquille. S'il est sur non, toi, il est ça sur marche nous, pas. c'est automatiquement, il brime la mobilité du conducteur. Fait que ça, c'est très clair. OK. Le chien ne peut pas être sur vous pendant que vous conduisez. Bon, alors explique-nous, c'est quoi la meilleure méthode de transporter un animal à bord d'un véhicule? Puis j'ai envie de te demander, autant pour notre sécurité à nous que pour le bien-être de l'animal Ouais. aussi. là. Bien, c'est super important que tu le spécifies pour notre sécurité à nous, parce que la réalité veut que si vous avez un accident seulement à 50 km/h, le poids de votre animal est multiplié par 20. Fait que si on prend un chien de 30 livres... Prenons le mien, là, mon petit toxon qui est ici, là, il pèse 10 livres. Donc, ce que tu me dis, c'est que si je fais un accident à 50 km/h, c'est une masse de 200 livres qui vient vous de... fonce dessus. Wow. Exactement. OK. Fait que autant que c'est très dangereux pour sa sécurité à lui, mais pour la vôtre aussi, puis la famille en voiture. Fait que sachant ça, je connais très peu de propriétaires d'animaux qui vont refuser d'attacher leur chien en voiture. Ouais. Pour la sécurité de tout le monde, c'est vraiment important. Maintenant, comment on les attache? Parce que je sais, là, dans les boutiques, notamment, il y en a du gadget. Il y a des harnais, il y a des laisses, il y a des cages. Qu'est-ce qui est le mieux? Il y a énormément de matériel. Ce qui est important à savoir, c'est que souvent, quand on a un chien de petite taille, on va être beaucoup plus à l'aise d'utiliser des moyens de transport comme des cages de sécurité. Ouais. C'est plus facile à transporter. Fait que autant la cage qui est souple, donc très facile d'utilisation, que, exemple, une cage en plastique qui est aussi très sécuritaire. Tout ce qu'on a à faire une fois que c'est dans la voiture, c'est de venir mettre la ceinture de sécurité pour restreindre la cage. C'est ça, il faut que tu attaches la cage. Oui, là. Ouais. mais j'ai beaucoup de propriétaires de petits chiens qui aiment beaucoup aussi l'idée du panier. Je trouve ça super le fun parce qu'on peut surélever l'animal en l'attachant après le dossier du siège de voiture, ce qui permet au chien de voir à l'extérieur, mais il est attaché à l'intérieur. Parce que c'est ça, j'entends déjà des gens, et c'est peut-être même le cas du mien, je ne l'ai pas essayé, mais j'entends des gens me dire « Ouais, mais moi, mon chien, il acceptera jamais d'être enfermé dans une cage comme ça. Ouais. Donc ça, c'est une belle Pour alternative. un petit chien, c'est une Ouais. super belle alternative. Autrement, le mode de transport le plus fréquent qu'on va voir, c'est avec le client qui va tout simplement attacher son chien
à partir d'une laisse pour voiture. Donc, l'attache est tout simplement mise après le harnais du chien. Puis, il y a une attache universelle comme ça qui va aller dans votre clip de ceinture. C'est vraiment pas compliqué. Ça reste dans la voiture en tout temps. Puis comme ça, on s'assure que notre chien peut être attaché avec son harnais en voiture. C'est exactement ça que j'utilise. Oui! Puis personnellement, j'adore ça. J'ai ça dans l'attache ceinture, comme tu l'as dit, puis je viens l'attacher ici au bout de la laisse. OK. Puis écoute, il est contraint. Il a à peu près 2 pieds de mouvement. Donc lui, il est heureux parce qu'il voit. Et puis, il peut pas aller nulle part dans le véhicule. Fait que moi, je trouve ça super. Certainement. Puis tu confirmes que c'est la bonne chose, que c'est correct. Bien, tu l'attaches après son harnais? Non, moi, j'ai pas d'harnais. Je l'attache juste ici. Après son collier? Oui. Ah, ben non. À ce moment-là, ce que je te recommanderais vraiment, ça serait qu'il soit attaché à son harnais pour sa propre sécurité. Parce que si jamais il y a un accident en voiture, la laisse va le retenir. Mais s'il est attaché au collier, il va avoir tout le coup il va se faire par s'accrocher. étrangler. Exactement. Ça peut être très dangereux pour lui. Tandis que le harnais soutient son corps. Fait que là, ça va être sécuritaire. OK, donc même système, Oui. mais attaché au dos. C'est ça, au t'étais à harnais. moitié J'étais chemin. pas loin, j'étais pas loin. OK, c'est bon À savoir. moitié chemin. En terminant, les gros chiens, j'en Oui. vois souvent qui sont dans le coffre. Ça, c'est correct ou pas? C'est correct, c'est sûr. Ce qui est important, c'est qu'on ait un coffre qui soit ouvert, dans le sens une voiture à haillons. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut simplement bloquer l'animal pour pas qu'il puisse se propulser vers l'avant s'il y a un accident. Donc, généralement, c'est des filets ou des barrières de métal qui vont être installées entre la banquette arrière et la valise. C'est super sécuritaire pour l'animal et pour les passagers. Merci, c'était vraiment Ça me fait pertinent. plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Bien intéressant comme topo. Félicitations, Evelyne. On en a appris beaucoup. On va aller faire une pause et au retour de la pause, on vous présente, toujours derrière le volant, un nouveau collaborateur à l'émission que vous connaissez bien, qui a beaucoup de métiers et surtout beaucoup de belles histoires à nous raconter, Denis Duquet. Si vous allez faire un tour sur le site web de Derrière le volant, derrièrelevolant.net, vous allez sur l'onglet Histoire de char. Bien, Histoire de char, ça nous prend quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à nous raconter et qui a beaucoup de vécu dans le milieu de l'automobile et même un peu avant. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter avec nous notre collaborateur depuis longtemps à la radio, Denis Duquet. Salut, mon cher Denis. Oui, puis en plus, quand tu as un certain âge, tu racontes le passé, les gens disent que tu radotes. Moi, je vais essayer de raconter des histoires au lieu de radoter. Parce que, ouais, j'ai fait à peu près au moins 40 ans dans le monde automobile, puis les gens s'imaginent toujours que notre métier, c'est glorieux, c'est fabuleux. Ah, vous allez ici, vous allez là, mais il y a beaucoup de ces histoires de chars-là que l'envers de la médaille n'est pas toujours aussi glorieux ou aussi agréable. Là, il est arrivé bien des incidents. Justement, dans un des épisodes, on va parler de Yakima, qui est une compagnie qui fait des porte-bagages. C'est une ville aussi sur la côte ouest américaine. Et c'est également un camp militaire américain où on s'est rendu là par hasard, par erreur. Si vous voulez savoir la suite, vous syntonisez derrière le volant. Ah, écoute, mon cher Denis, avant de plonger dans le milieu de l'automobile, ça fait longtemps que tu es journaliste. Tu as fait plein de choses avant. Oui, monsieur. J'ai commencé, j'ai enseigné à l'université, j'ai changé de cours pendant 4 ans. Ensuite, j'ai travaillé au Musée du Québec pendant 6 mois. J'ai découvert que je n'avais pas la vocation. Je suis allé directeur général de la Fédération de ski. Après ça, j'ai devenu chroniqueur sportif, ensuite chroniqueur de ski. J'étais le seul chroniqueur de ski à temps plein au Canada, donc il n'y avait pas de jalousie. Et après ça, de fil en aiguille, à un moment donné, Jacques Duval m'a contacté parce qu'on faisait un magazine qui s'appelait Sport Plus, puis on avait besoin de vendre des annonces sur l'automobile, puis on dit, toi, tu es capable de faire ça? J'ai commencé de même. Puis au début, c'était juste des voitures de luxe, des Lamborghini, des Maserati, la Lotus Esprit 07, parce que c'était eux autres qui voulaient vendre, le GM, ou Ford, ne voulait rien savoir de nous autres. Puis après ça, le reste, là, c'est de l'histoire. J'ai travaillé avec Jacques Duval pendant 25 ans, ensuite j'ai été à la presse pendant 16 ans, puis etc. Puis j'ai abouti derrière le volant.net. C'est une belle façon de finir sa carrière. Ben, écoute, c'est une belle aventure de toute façon. En plus de ce camp militaire là, que vous avez rencontré de façon incongrue, oui, c'est moi qui naviguais. J'ai dit à Luc Gagné, on va tout droit, mais on ne devait pas aller là du tout. Mais tu as aussi plein d'autres histoires à nous raconter. Oh, oui, puis même un peu plus tard dans l'année, on va parler d'un magnifique voyage chez Togliatti ou chez Lada pendant l'Union soviétique. Un voyage au Brésil aussi qui n'est pas piqué des verres. Puis à un moment donné, on était invité par Volvo à Maui.
Tout le monde dit, une île, c'est merveilleux. C'est un voyage d'enfer parce que c'est pas fait pour essayer des autos, c'est fait pour aller en vacances. Puis on n'était pas en vacances. Ça fait que, donc, il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Il y en a qui sont merveilleuses parce qu'on a assisté à des événements pas mal extraordinaires. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ma carrière, c'est surtout les gens que l'on a rencontrés. Les autos, c'est secondaire dans un sens. C'est de la tôle puis de la technologie. Mais c'est ceux qui la dessinent, qui les conçoivent, qui les dessinent. Ça, c'est des gens intéressants. Beaucoup plus. Puis ensuite, on réalise que même les gens parlent à des gens, ah oui, la Ferrari, la Mustang, la Contact. Puis là, quand je leur dis que c'est dessiné par des nerds, ils me regardent de travers. Ils disent, oui, c'est pas vraiment... Tu t'imagines pas, là, les gens qui dessinent ça, là, c'est des ingénieurs avec le crayon et l'ordinateur. À part de quelques-uns, dont Adrian Newey, là, qui est un espèce de nerd qui aime conduire. Il y en a beaucoup d'autres que l'automobile, c'est une technique, une technologie qu'on fait. Puis c'est surtout ça qui m'a toujours intéressé. C'est les problèmes rencontrés par l'automobile. Après 1976, par exemple, c'était la crise du pétrole. Puis ensuite, on s'en allait traction avant, réduction, antipollution. Comment on a réussi à rencontrer ces échéances-là, trouver des façons de procéder. Puis aujourd'hui, ben là, il y a des autos pour savoir quoi en faire. Puis j'ai hâte de voir où on s'en va avec ça. Moi, j'ai l'impression que l'industrie automobile, elle s'en va dans le mur à vitesse grand V. Tout le monde s'électrifie. Puis là, on dit, ben là, on ne pourra pas fournir de l'électricité. Oui, merci, ça, bonjour. C'est assez paradoxal, surtout avec la Californie qui a annoncé la fin des moteurs thermiques pour 2035. Puis 2 jours après, il disait, ben là, vous ne pouvez pas changer votre voiture parce qu'on va manquer de courant. Tout à fait. Hey, mon cher Denis, ça va être super charmant. Je l'aurais écouté pendant 1 heure, pour vrai. J'ai bien hâte d'entamer la saison. Bon, ben merci, mon cher Denis. Après la pause, on va vous présenter un modèle qui avait fait un malheur sur le marché, qui a disparu. Et là, soudainement, il revient. Oui, j'ai d'autres exemples comme ça. Ah, ben ça va être pas mal intéressant. Reste avec nous. Alors, il y a des modèles qui ont disparu soudainement du catalogue de plusieurs constructeurs, qui ont réapparu par la suite, et ça, c'est assez particulier. Donc, on a récupéré le nom d'un certain modèle et on a décidé de le faire renaître de ses cendres. Oui, mais il y a une chose, avant toute chose, là, la modalité de Ford ne reviendra jamais. Oh, c'est malheureux, ça. Mais la coccinelle est revenue. Oui. Elle a disparu, mais elle est revenue. Peut-être qu'on va faire un 3e retour, on ne sait jamais. La Ford Bronco, ça, c'était relégué aux oubliettes. On l'a gardé. On l'a ramené en 2 formats, en plus, petit, moyen. Je sais pas le gros, qu'est-ce qui va arriver. La Camaro, la Firebird a disparu. Il y a bien des modèles comme ça qui viennent. La Chevrolet Malibu. Chevrolet Malibu. Ça revient pas toujours pour le mieux, là, messieurs. Là, quand ça revient, on va se dire les vrais affaires. Est-ce que c'est une critique du Chevrolet Malibu? Mais il y a la Smart aussi qui devrait disparaître, qui est disparue de chez nous, qui est encore en Europe. Peut-être qu'il va y avoir une résurgence. Il y a bien des modèles comme ça on a essayé de ramener avec plus ou moins de succès parce que c'est un nom. Les Américains, surtout, le gros défaut, de ramener un nom qui a été très bon, un modèle qui s'est vendu, puis après ça, ils ont ramené ça, mais ils ont économisé sur le design puis sur la réalisation, puis ça n'a pas marché. Ça fait que ça, il reste à voir ce qui va arriver avec la Venza, entre autres, là, qui est un modèle qui avait connu beaucoup de succès, puis ils ont vendu ça à ceux qui devaient l'acheter, puis après ça, ça a tombé. C'est les Américains qui ne l'aimaient pas. Oui, c'est vrai. Parce que le Toyota Venza, il faut comprendre une chose, c'est un véhicule qui avait marqué le marché à cette époque-là parce qu'il était tout seul dans sa catégorie. Maintenant, on le ramène en 2020, 2021, ouais. Mais sous une forme qui est pas mal plus générique. En fait, une fourgonnette sans porte coulissante. En fait, c'est à peu près ça, là. Oui, tout à fait. Alors, on vous présente l'essai de la semaine, le Toyota Venza, version 2022. Le Toyota Venza, c'est un véhicule qui a déjà existé chez Toyota. C'est un véhicule qui a connu ses heures de gloire également parce qu'il était novateur à ce moment-là. Un véhicule qui ressemblait à une familiale, à un SUV, à une voiture. C'est un peu le mélange de tout ça, puis on l'a appelé multisegment.
la Toyota Venza. Mais soudainement, elle a disparu du catalogue, la faiblesse des ventes, bien sûr, et le remplacement, l'arrivée de nouveaux modèles aussi chez Toyota, surtout dans la nouvelle mode des générations, la mode des véhicules utilitaires sport. Eh bien, voilà que le Venza a fait un retour sur le marché et au sein du catalogue de Toyota il y a tout près d'1 an et demi, sous la forme d'un utilitaire qui est un peu plus générique malgré son élégance, mais qui ressemble un peu plus à tout ce qu'on retrouve sur le marché, même chez la concurrence. Notre essai de la semaine, le Toyota Venza 2022. Préparez-vous quand même à débourser pas mal d'argent parce qu'on parle de 49 000 $. C'est un véhicule qui est bien présenté. Honnêtement, à l'intérieur, c'est bien. Les matériaux sont de belle qualité. La qualité d'assemblage, bien, c'est digne de Toyota. C'est un constructeur qui nous offre toujours des produits qui sont bien fabriqués. L'écran multimédia d'une douzaine de pouces à l'intérieur, là, ça, c'est bien, c'est lisible. C'est un véhicule tranquille. On parle de moteur 4 cylindres, hybride, bien sûr, parce que l'hybridation chez Toyota, c'est de longue date. On parle de 219 chevaux au combiné. C'est pas énorme, mais suffisant. Honnêtement, c'est suffisant. Regardez, les accélérations sont efficaces. Évidemment, il faut s'habituer à ces fameuses boîtes CVT. Moi, j'ai toujours encore un peu de difficulté, mais il reste que malgré tout, le travail se fait de façon efficace et ça permet, les boîtes CVT d'ailleurs, ça permet avec le système hybride, ça permet de diminuer la consommation d'essence parce qu'on parle d'une boîte à un rapport continuellement variable, alors qui vient s'adapter, dans le fond, le rapport vient s'adapter aux révolutions du moteur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle en soi, puis c'est une question d'habitude. Au chapitre du style, le Toyota Venza, c'est assez réussi. C'est élégant même, avec ce nez plutôt pointu à l'avant. Pas de grosses grilles immenses, comme on voit dans les grandes camionnettes ou aussi dans les utilitaires. Pour la silhouette, là aussi, c'est assez réussi, malgré que c'est générique. Hein, vous avez remarqué, ça ressemble vraiment à un véhicule utilitaire sport. Bon dégagement à l'avant, bon dégagement à l'arrière pour les passagers. On va aller voir à l'arrière maintenant, même chose, avec une bande qui vient compléter les feux. C'est assez joli, assez réussi. Et on parle d'un haillon qui s'ouvre bien sûr de façon électrique parce que c'est la version Limited. Pas mal d'espace dans le coffre. Les gens vont apprécier aussi que le pneu de secours, c'est un pneu pleine grandeur. Ça aussi, ça vaut la peine. En résumé, le Toyota Venza, c'est un véhicule, je dirais pas qu'il est parfait, mais qui réussit bien partout, c'est-à-dire économique, confortable, silencieux, logeable, un bon coffre. Mais malheureusement, ça manque un peu d'exubérance. On aurait voulu avoir un véhicule qui se démarque un peu plus de la concurrence. Ça aurait été vraiment, vraiment apprécié. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. La semaine prochaine, on vous présente l'essai du Jaguar I-Pace tout électrique. Pierrot Fakin, lui, va nous livrer son reportage qu'il a réalisé du côté du Nouveau-Brunswick pour le tout nouveau Ford Bronco Raptor. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines parce que je vais procéder à mon premier banc d'essai. Je serai au volant de la Toyota Sienna. J'ai hâte d'essayer ça et de vous revenir avec mes commentaires. Et également, merci mon cher Denis encore une fois, allez voir les histoires de chars sur derrièreLevolant.net, les histoires de chars de Denis. D'ici là, bonne route, soyez prudents.